Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ces 9e assises de la recherche stratégique organisées par le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique et ses alliés, associés et partenaires divers et nombreux. Je me devais de vous accueillir d'abord pour vous parler évidemment du thème et de l'organisation de ces assises. Et même si notre triptyque ici est plutôt bleu, blanc, rouge, j'ai un petit souci à ne pas vous parler de l'apparition récente de la couleur jaune. D'abord parce que vous en avez eu à l'accueil, et vous avez vu qu'il peut y avoir des gilets jaunes bienveillants, efficaces et qui assurent la sécurité de nos espaces, mais aussi parce que, comme souvent, l'amnésie et l'oubli de ce que sont les réalités stratégiques d'un espace amènent à se focaliser sur l'extérieur ou le virtuel et à oublier le réel. Le réel est de retour. Il est de retour dans des conditions difficiles, complexes, qui dépassent très largement la responsabilité d'un homme ou d'un gouvernement ou d'un moment. Cette histoire n'a pas commencé hier et ne se terminera pas demain ou samedi. Elle a un long cheminement et il faut le rappeler toujours. Dans une démocratie, dans un pays comme la France, dans cet État qui a créé la nation, la relation avec le peuple est ce qui fait aussi la force de ces outils de dissuasion. Nous avons créé un outil et un dispositif qui est armée-nation. Il y en a un supérieur qui est État-nation. C'est peut-être le moment où la nation, en coagulant ses rages et ses colères, mais en ne faisant pas converger ses luttes, essaye d'exprimer la volonté d'un autre pacte républicain. Nous savons ici que la dissuasion, c'est le dialogue, l'écoute, le terrain, la négociation, mais aussi la décision et la force d'une doctrine revisitée. Nous avons appris depuis quelques années, en tout cas nous essayons d'apprendre à manager le chaos. Les éditions précédentes des assises ont pu montrer à quel point nous entrions dans un espace chaotique. Quelque part, nous l'avions anticipé du point de vue des relations internationales. Eh bien, quand nous expliquons ici que les frontières ont disparu, que la sécurité intérieure et la sécurité extérieure sont devenues grosso modo le même souci et le même problème, nous sommes en train d'en expérimenter une autre dimension. Et j'espère à cette occasion d'ailleurs que les travaux précédents pourront aussi servir pour garantir la liberté de la manifestation, de l'expression, la démocratie dans le choix des dirigeants et bien évidemment la sécurité qui est l'élément majeur de la liberté, en tout cas selon la formule qui avait été celle des rédacteurs de la Déclaration des droits. C'est aussi pour cela d'ailleurs que nous avons maintenu et que nous sommes ravis de votre présence, qui sera plus nombreuse encore dans la journée, ces assises, car nous considérons ici que le débat, le dialogue ne peuvent être contrecarrés par aucune mesure d'arrestation ou de violence ou de ralentissement. Et donc, merci d'abord de votre présence. Pour revenir au thème fondateur de ces assises, nous nous sommes replongés dans les fondamentaux, le côté bachoteur de l'universitaire ou de l'académique. Et pour ce faire, grâce à nos amis américains, nous avons pu récupérer l'originale propriété du général Eisenhower de l'œuvre de Brody, Wolfers, Corbett et Fox, présentée par Frédéric Dern, sur la nature même de la dissuasion, document original et annoté, visiblement récupéré avant même la sortie du livre directement à l'imprimerie. Je ne suis pas sûr que les auteurs l'aient envoyé à titre amical, mais les services de renseignement avaient visiblement bien fait leur travail. Il se trouve que ces auteurs sont assez intéressants. L'un est professeur d'économie, l'autre est sociologue, un troisième est plutôt spécialiste de l'histoire. Il y a une conjugaison d'auteurs stratèges qui ressemble à peu près à ce qu'était la nature même des études stratégiques chez nous. Les derniers, Gallois, Poirier, Aron, pas encore complètement remplacés malgré une nouvelle génération dont je tiens à souligner l'importance et l'intelligence. Et le CSFRS fait ce qu'il peut pour trouver des masterisants, des doctorants ou des docteurs, et peut-être même des chercheurs qui renouvellent le genre, montrent à quel point
la construction d'un outil stratégique est d'abord une œuvre collective et qui dépasse les frontières limites que serait celle de la polémologie. Il y a presque 10 ans, on essayait dans ce pays de créer 3 structures parallèles, une de chaire de polémologie, nous l'attendons encore, une de chaire de diplomatie, j'espère qu'elle verra le jour, une de chaire de criminologie, je l'occupe mais je me sens un peu seul. Cela montre à quel point le contenu, la doctrine, la recherche, le travail nécessitent d'être aussi une alliance entre opérationnel de terrain et conceptuel, non pas une opposition, non pas une supériorité, mais un travail commun. Et donc le grand théoricien américain de la dissuasion, qui était d'ailleurs un théoricien de la guerre sur mer, disciple de l'amiral Mahan, Bernard Brodie, a établi donc les fondements intellectuels de la dissuasion dès 1946, dans son livre de référence que je viens de citer, The Absolute Weapon. Je cite, « Jusqu'à présent, le premier objectif de notre appareil militaire était de gagner les guerres. À compter de maintenant, son objectif principal doit être de les éviter. Il ne peut avoir presque aucun autre rôle utile. » C'est une affirmation que je qualifierais d'absolue, radicale, évidemment à la mesure du bouleversement que représentait l'émergence de l'arme nucléaire, qui venait d'amener, mais vous noterez qu'il avait fallu 2 frappes, à la capitulation du Japon. Évidemment, les innombrables conflits qui sont survenus depuis peuvent conduire à discuter ce postulat de départ, en tout cas vu par les concepteurs de la doctrine. Il n'y a certes pas eu de conflit armé nucléaire entre puissances dotées de cette arme, mais des conflits limités, entre la Chine aidant la Corée du Nord et les États-Unis aidant la Corée du Sud en 1950, l'Inde et le Pakistan en 1999, sans compter nombre de conflits indirects. Les attaques terroristes du 11 septembre, visant les centres vitaux de la principale puissance mondiale, interpellent fortement sur l'efficacité réelle d'une arme absolue, instrument de la non-guerre, contre un non-État. La reprise du nombre de conflits conventionnels, y compris sur un continent jugé pacifié comme l'Europe, ex-Yougoslavie, Géorgie, Ukraine ou à ses portes, Algérie en termes de guerre civile, Tchétchénie, Libye, le surgissement d'une paix chaude qui a brutalement remplacé la guerre froide, bouscule l'idée fondatrice de la coopération pacifique et du désarmement, de la sous-traitance des frontières, d'un monde pacifié ayant enfin appris de 2 guerres mondiales. Le paysage stratégique est bouleversé, les anciens empires réapparaissent, empire ottoman, qui n'est pas que la Turquie, empire perse, qui n'est pas que l'Iran, empire orthodoxe, qui n'est pas que la Russie. Les États s'émiettent, les frontières au double décimètre et à angle sec se dissolvent face à la réalité des nations, des tribus, des croyances et des foi. Des acteurs non étatiques se mesurent aux superpuissances et bénéficient des manœuvres des grands blocs pour se jouer des uns et des autres. Certains sur le terrain, d'autres dans l'espace cyber. La fin de la bipolarité, l'apparition de nouveaux modes et de nouveaux champs de conflictualité, les évolutions technologiques bousculent tout et tous. Elle ouvre le champ nouveau d'expression de la dissuasion nucléaire qui ne reste plus cantonné aux relations de puissance dans l'espace euro-atlantique. La dissuasion nucléaire chinoise, fondée en principe sur le non-emploi en premier, n'est pas l'américaine, pas plus que l'indienne ou la française. Et que dire de la doctrine inconnue du Pakistan, de la Corée du Nord? Quelle est la posture stratégique d'Israël? Où en est véritablement l'Iran? D'autres acteurs s'interrogent-ils ou ont-ils déjà commencé à rattraper le retard stratégique, notamment dans le Golfe Persique? On peut déjà s'interroger sur la récente revue de posture nucléaire des États-Unis, ouvrant apparemment la perspective à des armements de faible puissance et supposément plus aisés d'emploi, questionnant là même le postulat de la non-guerre qui était à la base de la vision théorique initiale. Nous avions nous-mêmes fait le même constat en supprimant des outils de faible puissance et de courte ou moyenne portée qui n'auraient nucléarisé que nos alliés, eux-mêmes envahis par une puissance supérieure en nombre. Même à s'en tenir à la seule sphère nucléaire, il existe donc des variations dans la dissuasion. Probablement des dissuasions, ce qui explique notre S du titre originel. L'arme atomique n'est pas d'une utilité évidente face au terrorisme. Est-ce à dire qu'elle perd toute sa pertinence face aux menaces anciennes, nouvelles, redécouvertes? Les nouvelles formes de conflictualité, comme la guerre hybride, interrogent aussi la dissuasion nucléaire, en contournant les seuils, en jetant le doute sur l'attribution d'une agression. Elles rendent plus difficile d'actionner les leviers classiques de la dissuasion,
qui était opérant lorsque l'enjeu était de prévenir une agression conventionnelle majeure, clairement et immédiatement attribuable. Les nouveaux espaces de conflit dans la sphère cyber et dans l'espace posent la question de la réponse appropriée face à une attaque massive ou une agression majeure contre les systèmes de communication ou spatiaux. L'évolution de ces technologies donne une nouvelle dimension à la compétition stratégique. Les perspectives de développement des armes hypervéloces, le Prompt Global Strike américain, pourrait-il renforcer les formes de dissuasion du nucléaire, paralysant l'adversaire sans l'annihiler, ou justement affaiblir le concept même de dissuasion? Et comme nous l'avons vu encore récemment, il y a quelques jours à Paris, sous l'égide du CSFRS, il y a beaucoup de travail à faire pour parvenir à une sorte de traité de Westphalie du 2.0. Car non seulement la connexion entre l'attaque cyber et la riposte nucléaire est devenue clairement affirmée, mais le seuil de déclenchement s'est clairement réduit. Il s'agit là d'un bouleversement stratégique majeur dont l'élément essentiel est que les principaux protagonistes sont venus les expliquer les uns aux autres et uniquement à Paris parce que c'était à Paris. Et je tiens à renouveler à nouveau mes remerciements à Mme Landais, secrétaire générale de la Défense et de la Sécurité nationale, qui a beaucoup œuvré pour que cette réunion puisse avoir lieu. Et elle a été durablement appréciée dans l'ensemble des états-majors directement concernés, même les moins convaincus de l'utilité de cette rencontre avant et les plus enthousiastes ensuite. Par ailleurs, les conflits classiques se multiplient et la course à l'armement conventionnel, notamment naval, se poursuit dans une optique qui pourrait s'apparenter aussi à du contournement de la dissuasion nucléaire. C'est une volonté ancienne que de chercher à s'affranchir des dilemmes politiques et moraux de la dissuasion nucléaire. Ne pas avoir à choisir entre Berlin et Los Angeles. Dans le même esprit, les efforts américains en matière de défense antimissile, même si cela fait longtemps qu'ils se déploient, pourraient-ils un jour porter des fruits qui affaibliraient également la crédibilité des arsenaux nucléaires et donc de la dissuasion? Sans préjuger des succès des développements technologiques, le retrait américain du traité ABM est indicatif d'une réorientation politique profonde, même si elle était en partie justifiée par la perte de substance du dit traité. Par ailleurs, une contestation fondamentale de la dissuasion nucléaire se fait jour sur le plan moral. Les conséquences humanitaires de l'emploi de l'arme nucléaire rendraient celle-ci immorale. C'est cette vision qui anime les partisans du traité d'interdiction des armes nucléaires, récemment conclu malgré l'opposition de tous les pays disposant officiellement d'un armement nucléaire, 9 avec plus de 15 000 têtes estimées en 2016, qui contestent radicalement la logique même de la dissuasion et l'emploi de l'arme. Le paradoxe est que la conclusion de ce traité intervient à un moment où s'annoncent les prémices d'une relance globale de la course aux armements avec des programmes de modernisation russes et chinois et les annonces de la revue de posture nucléaire américaine. L'annonce du retrait américain du traité contribue à accentuer ce contraste. Au moment où la contestation de l'arme nucléaire et de la notion même de dissuasion prennent une nouvelle dimension, les très grandes puissances nucléaires souhaitent s'affranchir des contraintes qu'elles avaient pourtant codifiées au temps même de la guerre froide. Elles relancent ainsi une compétition stratégique dans un contexte de multiplication des points de tension. Rupture, profondeur, tension, fragmentation, place du religieux, de l'hybride, identification de l'ennemi. Nous avons avancé sur de nombreux sujets en réunissant au fil des ans plusieurs milliers de participants, des dizaines d'intervenants français et étrangers pour ouvrir le débat sans interdit ou sans tabou. 6 000 d'entre vous se sont présentés aux assises depuis sa création, sans compter ceux qui sont venus aujourd'hui. Nous avons financé 5 millions d'euros dans 52 projets de recherche, délivré des bourses et des prix, réuni des rencontres de la réflexion stratégique depuis 2018, 33 000 inscrits dans notre MOOC qui en est à sa 3e édition. Géostratégia, que je vous recommande de consulter, avec 18 000 inscrits à la newsletter et 56 000 visiteurs. Tout ceci sont nos éléments du dialogue, de la concertation, de la compréhension, de l'écoute, du respect mutuel et, je l'espère, de temps en temps, de la décision. Voici les assises de la recherche stratégique 9e édition. La partie dissuasion, elle couvrira l'ensemble du champ dans un certain nombre de tables rondes et de rencontres que vous aurez toute la journée. Elles seront ouvertes dans quelques instants par la secrétaire générale de la Défense et de la Sécurité nationale, conclues par le chef d'état-major des armées. Et bien évidemment, je vous souhaite à cet égard d'excellentes assises, en souhaitant vous retrouver tout à l'heure pour la conclusion de celle-ci, et surtout, je l'espère, l'année prochaine,
dans un climat pacifié et rassemblé, où les couleurs du drapeau auront repris leur place naturelle, ici, comme à l'Arc de Triomphe. Merci. Madame Landais. Bonjour à tous. Je vais commencer évidemment par remercier le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, et notamment son président Alain Bauer et son directeur général Olivier Caron, pour m'avoir convié à intervenir en ouverture de ces 9e assises nationales de la recherche stratégique sur un thème dont tout le monde mesure l'importance, la sensibilité et l'actualité. Il est essentiel que ce type d'enceinte permette au débat sur les questions stratégiques de se nouer, de se nourrir d'approches pluridisciplinaires et du croisement des regards d'intervenants venant de mondes différents, et évidemment d'alimenter aussi, du coup, la réflexion des pouvoirs publics. C'est évidemment vrai, peut-être tout particulièrement, pour le sujet qui a été choisi cette année des dissuasions. Il existe, Alain Bauer l'a dit, plusieurs façons d'interpréter ce pluriel. L'une d'elles consiste à rappeler que coexistent dans le monde, au sein du cercle des États détenteurs de l'arme, des visions différentes de la nature et de la fonction de la dissuasion nucléaire. Cette interprétation permet de mettre en lumière les spécificités de la dissuasion française. Une autre interprétation, qui aborde le sujet par le prisme temporel, consiste à souligner que cette doctrine française de la dissuasion a elle-même évolué dans le temps, qu'il ne s'agit pas d'une construction figée, mais d'une vision qui se renouvelle en fonction du contexte stratégique et des évolutions technologiques, éthiques ou juridiques. Enfin, et c'est évidemment la façon la plus délicate, mais aussi la plus intéressante de prendre le sujet, il est clair que ce pluriel doit aussi permettre de s'interroger sur la place centrale et parfaitement singulière de l'arme nucléaire dans notre stratégie de défense nationale. En insistant sur l'apparition de nouveaux espaces et formes de conflictualité, sur l'émergence d'acteurs non étatiques, sur l'intervention de possibles ruptures technologiques, les propos introductifs du président Bauer posent la question de la remise en cause éventuelle des prérogatives de la dissuasion nucléaire ou de sa pertinence dans certaines configurations. Et il est évidemment bon que cette question puisse être posée ici, comme dans d'autres enceintes, afin d'assurer la solidité et la rationalité de notre confiance collective dans la garantie ultime de notre indépendance et de notre souveraineté nationale, qu'est notre dissuasion nucléaire. Je serai, en tant que secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, et du coup, à ce titre, secrétaire des conseils de défense et de sécurité nationale, y compris de ceux qui ont lieu dans la formation spécialisée qu'est le Conseil des armements nucléaires, évidemment très intéressé, à la fois très intéressé par les échanges que vous aurez aujourd'hui, tout au long de la journée, et très peu diserte en fait dans ce discours d'ouverture qui a pour objet de précéder le débat et en aucun cas de le verrouiller. Mais je voudrais quand même revenir rapidement sur cette idée de singularité, mais aussi d'adaptabilité de notre doctrine de dissuasion, et puis dire quelques mots complémentaires du contexte dans lequel ces assises se tiennent. Initialement apanage exclusif des deux superpuissances, la dissuasion nucléaire a progressivement ensuite englobé d'autres acteurs stratégiques et s'est dès lors diversifiée dans ses formes, ses logiques, ses doctrines. Je ne ferai ici que citer que quelques concepts qui vous parleront probablement à tous et qui illustrent bien la diversité des doctrines existantes, alors même qu'ils ne rendent compte que de ce qui n'est pas masqué par l'ambiguïté ou par l'opacité délibérément entretenue. Représailles massives, riposte flexible ou graduée, escalade pour la désescalade, no first use, sole purpose, dissuasion élargie, dissuasion adaptée, dissuasion concertée, etc. On entend aussi parfois parler de formes de dissuasion virtuelle pour certains pays à qui l'on prête la capacité technologique d'en disposer ou qui se sont positionnés juste en dessous du seuil nucléaire. La stratégie française, pour sa part, est marquée par un souci de transparence doctrinale qui se concrétise par des prises de parole régulières des présidents de la République. Elle repose sur quelques grands principes structurants: la préservation des intérêts vitaux de notre pays contre tout adversaire étatique dans une logique purement défensive, la capacité à infliger des dommages inacceptables, la stricte suffisance qui garantit cette capacité sans entretenir pour autant la course aux armements. Elle repose aussi, c'est tout le paradoxe de cette arme dont l'objet est d'écarter par sa simple menace le spectre de la guerre illimitée, sur une exigence de crédibilité
de son emploi, qui s'impose sur les plans politiques, y concourent évidemment les discours présidentiels, mais aussi sur les plans technologiques ou opérationnels. Mais au-delà de la permanence de ces grands principes, on relèvera aussi la capacité d'adaptation de notre stratégie de dissuasion. J'en prendrai 3 exemples: la création, puis la requalification et enfin la disparition en 1996 de la composante sol-sol de notre dissuasion, initialement conçue comme une arme de champ de bataille, évoluant ensuite du tactique vers le pré-stratégique, puis disparaissant avec la fermeture du plateau d'Albion et le démantèlement des missiles de courte portée. On peut aussi prendre pour exemple l'intégration en 2001 dans notre stratégie de dissuasion de la référence à des puissances régionales comme de potentiels adversaires dès lors qu'elles seraient détentrices de l'arme nucléaire ou d'autres armes de destruction massive et susceptibles de menacer non pas forcément la survie même de notre nation, mais en tout cas ses intérêts vitaux. Prise en compte, intégration de ces puissances régionales qui a justifié l'élargissement du champ des options pouvant être présentées au président de la République. Ou encore, dernier exemple, l'évolution qui a conduit à un glissement dans les discours présidentiels d'une stratégie dite anticité, reposant sur la menace de représailles massives sur la population de l'adversaire, vers une logique de dommages inacceptables sur ses centres de pouvoir. Si notre dissuasion est cohérente et lisible, elle est donc loin d'être figée. Cette adaptabilité est évidemment indispensable pour prendre en compte les évolutions du contexte stratégique. Or, s'agissant de ce contexte précisément, on peut certes, on doit même, souligner l'irruption d'un terrorisme de haute intensité, la prévalence des conflits régionaux, la généralisation des menaces asymétriques, hybrides, inattribuables ou difficilement attribuables. Mais on ne peut pas ne pas signaler aussi le retour sur le devant de la scène des rapports de force entre puissances. Le mirage de la fin de l'histoire, aperçu à la sortie de la guerre froide, ne doit pas nous conduire à fermer les yeux sur la réalité. Si ce tournant historique a pu conduire à mettre en avant les perspectives de désarmement nucléaire avec les grands accords russo-américains de maîtrise des armements et le développement des outils de non-prolifération, il faut constater que le climat général a depuis lors sensiblement évolué. On ne peut qu'être frappé de la brutalité des relations internationales, du recours plus systématique aux politiques d'intimidation et du retour de la compétition stratégique. La Russie a ainsi engagé un effort important de modernisation de ses forces nucléaires et ne s'interdit aucune action d'intimidation ou d'entretien de l'incertitude quant à l'existence d'une dimension nucléaire à certaines de ses actions conventionnelles. La Chine accroît ses marges de manœuvre en modernisant toutes les composantes de sa triade nucléaire, en particulier la composante sous-marine. Et les États-Unis, à l'occasion de la publication en février dernier de leur dernière revue de posture nucléaire, ont clairement rompu avec les années Obama et le soutien à l'initiative Global Zero. Quant aux intentions réelles de la Corée du Nord et de leurs conséquences sur l'équilibre régional, avec en toile de fond la relation entre la Chine, le Japon et les États-Unis, elle reste aujourd'hui assez insondable. Dans le même temps, les alliances vacillent ou se recomposent et la régulation des relations internationales par le droit est à la peine. La vision transactionnelle des relations internationales que porte l'équipe dirigeante américaine crée de l'incertitude stratégique. L'engagement du Royaume-Uni sur la voie du Brexit fera de la France l'unique État doté de l'Union européenne. L'affaiblissement de l'accord iranien par l'annonce du retrait américain ouvre la voie à des risques que nous mesurons mal. Le traité sur les forces nucléaires intermédiaires est désormais menacé et l'avenir du traité New Start plus que jamais incertain. La liste des questions pendantes est longue. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires entrera-t-il en vigueur ? Quel poids relatif aura-t-il sur l'ensemble du cadre de la non-prolifération ? Les discussions sur le traité d'interdiction de la production de matières fissiles à usage militaire peuvent-elles progresser dans un tel contexte ? Quelle place pour la France dans sa promotion ? Autant de questions qui illustrent la fragilité des instruments qui incarnaient la démarche de désarmement par étapes prônée par notre pays dans le respect du traité de non-prolifération. Pour reprendre le titre de l'ouvrage de l'amiral Pierre Vendier, il nous faut nous demander si nous ne sommes pas entrés dans un troisième âge nucléaire, après celui des fondements de la dissuasion et celui de l'espoir de paix. Un âge désormais marqué par l'incertitude, la multiplicité des acteurs, la possibilité des guerres par procuration, la superposition des géométries des enjeux, le mélange des rivalités de grandes puissances avec les conflits régionaux. Un âge qui, assurément, exclut de penser la dissuasion nucléaire indépendamment des autres dimensions de notre stratégie de défense. Je ne pense pas, mais vous en discuterez aujourd'hui, que ce besoin de réfléchir de nouveau de façon plus fine à l'articulation entre la dissuasion nucléaire et d'autres capacités susceptibles de prendre en charge les nouvelles formes de conflictualité ou les menaces hybrides dont il était question lors des assises précédentes, justifie d'ajouter un S à dissuasion.
En revanche, ça nécessite effectivement de revisiter certaines questions, et notamment celle de l'articulation entre les forces nucléaires et conventionnelles. Cette question n'est pas nouvelle. C'est un sujet qui fait l'objet de discussions récurrentes à l'OTAN, et d'où il ressort que les armes nucléaires sont une composante essentielle des capacités globales de dissuasion et de défense de l'OTAN, aux côtés des forces conventionnelles et des forces de défense antimissiles. Chaque mot compte, et les places relatives de chacun de ces termes dans cette phrase également, comme vous le savez. Avec l'évolution des technologies, de nouveaux champs de conflictualité se développent, qui renouvellent également la réflexion sur les rôles respectifs de la dissuasion nucléaire et d'autres capacités. Le cyberespace a été évoqué par Alain Bauer, il vient évidemment rapidement à l'esprit. Nous avons tous en tête les attaques cybernétiques massives du printemps 2017, dont les conséquences n'ont rien eu de virtuel, tant leurs effets ont été déstructurants pour les pays et les organisations touchées. A contrario, la difficulté d'en attribuer la responsabilité confère à ce champ de conflictualité des caractéristiques très particulières. Nos amis britanniques, à l'occasion de la publication en mars 2018 de leur revue capacitaire en matière de sécurité nationale, lient leur dissuasion à une approche plus englobante, en insistant sur la notion de spectre continu de moyens d'action. Les États-Unis ne se cachent pas, pour leur part, de développer dans leur stratégie générale des moyens de dissuasion conventionnels qui leur permettent de garder toutes les options ouvertes, quelles que soient les formes et les niveaux d'agression auxquels ils pourraient avoir à faire face. Il ne faut pas s'y tromper. Face à la remontée en puissance des moyens, conventionnels et nucléaires, des puissances majeures, l'articulation de la manœuvre conventionnelle et de la dissuasion nucléaire élargie américaine est en train de devenir le sujet central de l'OTAN, car la présence en Europe de capacités conventionnelles assez puissantes pour apporter une réponse robuste à la menace crédibilise la dissuasion élargie. Ce n'est que si les moyens existent pour riposter à une agression limitée ou même importante, mais qui ne franchit pas le seuil nucléaire, que l'engagement nucléaire américain au profit des alliés, réservé aux situations extrêmes, reste suffisamment crédible pour que l'adversaire ne prenne pas le risque de s'y confronter, ni de tenter de contourner la dissuasion par le bas ou par le côté. Avant de conclure, je me permets de souligner l'importance de deux dimensions qui sous-tendront nécessairement vos débats. La première est la dimension temporelle. Le temps de la dissuasion est en effet un temps long. Il s'agit d'une contrainte liée à l'importance des efforts financiers à consentir et au niveau de pointe des technologies et des compétences à mobiliser, mais aussi d'un impératif pour éviter les surprises stratégiques par nature imprévisibles, mais dont l'occurrence est certaine. Il ne peut donc être question de réorientation brutale ou d'une surestimation de phénomènes conjoncturels. C'est dans le temps long que la pertinence de la dissuasion nucléaire doit être éprouvée. L'autre enjeu qu'il me semble important de souligner est l'enjeu éthique et juridique dont il faut bien mesurer, mais c'est tout à leur honneur, qu'il n'est pris véritablement au sérieux que dans les démocraties. Il n'est évidemment pas nouveau, mais la contestation morale et juridique de la dissuasion a trouvé récemment à s'incarner avec l'adoption à l'été 2017 du traité d'interdiction des armes nucléaires, après une négociation pressée, menée sur des considérations exclusivement morales, sans prise en compte de la distinction entre emploi et menace d'emploi, ou des réalités stratégiques d'aujourd'hui, et sans égard pour le risque de déstabilisation des instruments crédibles d'un désarmement complet et durable. Le fait que le Japon, seul pays à avoir subi un bombardement nucléaire et décidé de ne pas ratifier ce traité, devrait d'ailleurs donner à réfléchir, comme le fait que la Suisse, très active en matière de désarmement, ne l'ait pas non plus signé. La responsabilité et le réalisme imposent de poursuivre le chemin du désarmement pas à pas, sans naïveté et sans se perdre dans l'illusion de la recherche d'un raccourci. Pour conclure, je tiens à nouveau à souligner toute l'utilité et l'importance des travaux d'aujourd'hui. Ils sont d'autant plus nécessaires que notre génération et celle qui vient ont sans doute besoin de découvrir ou de redécouvrir certaines réalités en la matière et d'apprendre à se familiariser avec la fameuse grammaire de la dissuasion, dont le très précieux livre de Nicolas Roche nous rappelle la subtilité, mais aussi l'importance majeure. Dans un contexte de durcissement des relations stratégiques et un environnement de sécurité internationale durablement dégradé, je voudrais citer la ministre de la Défense qui, à l'occasion du 60e anniversaire de la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, il y a 15 jours, a souligné, je la cite, que la naïveté ne devait pas être une menace supplémentaire. Je suis convaincue que les 9e Assises nationales de la recherche stratégique contribueront à écarter cette menace, tout en stimulant notre réflexion collective et en abordant des débats qu'il ne faut certainement pas occulter. Je vous remercie et je vous souhaite de fructueux échanges.